Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre magazine dédié à la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 7 octobre. Kaori Ito, célèbre chorégraphe japonaise, a l'art d'exprimer l'intimité sans mots. Elle est en plateau pour nous présenter sa dernière création, Je danse parce que je me méfie des mots. Représentation au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines les 14 et 15 octobre prochains à 20h30. Jean-Marc Le Rudulier, maire de Buc et Jean Tabary, célèbres scénaristes et dessinateurs de la BD Is No Good, nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui pour nous présenter le programme riche et varié de la 22e édition du Festival de la bande dessinée de Buc. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les 10 et 11 octobre prochains, le Centre des Monuments Nationaux organise un événement spécial Monument Jeux d'enfants. L'occasion pour les 5-12 ans de découvrir la Villa Savoie de Poissy, le domaine national de Rambouillet et le château de Maison à Maison-Lafitte au travers d'activités ludiques et merveilleuses. Et nous démarrons notre émission avec Kaori Ito, célèbre chorégraphe japonaise. Bonsoir. Kaori Ito, vous êtes née à Tokyo en 1979, fille du célèbre sculpteur Hiroshi Ito. Vous commencez la danse classique à l'âge de 5 ans, formation que vous poursuivez jusqu'à vos 16 ans à Tokyo, puis vous partez à Londres et aux États-Unis avant de vous installer à Paris en 2003, où vous êtes amenée à collaborer en Europe avec les plus grands noms de la danse, Prège, Jocage, Platel, Thierry, ainsi qu'avec de célèbres metteurs en scène au théâtre comme Denis Podalides et Guy Cassier. On vous présente comme un prodige. Kaori, vous avez cherché à recréer une rencontre lors de votre dernière création avec votre père. Dans ce projet, une rencontre humaine et artistique, c'est ça ? Oui. Pourquoi cette volonté de revenir sur une intimité en prenant un peu le public à témoin avec votre père ? Parce que ça fait 13 ans qu'on ne s'est pas reconnecté et pour des racines, enfin pour des gens qui ont déraciné, ça fait 13 ans que je suis partie de Japon et je me suis culpabilisée le fait que j'avais pas le lien avec mon pays, avec mon père. Et le fait de refaire un lien avec mon père, c'est comme si je refais un lien avec le Japon. Et vous trouviez qu'avec l'expression du corps, c'était plus facile d'entrer, de construire cette intimité ? Simplement, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire intimement qui ne se disent pas hors de la scène, parce que en fait, c'est un prétexte autant que spectacle pour aller loin dans nos intimités avec une sorte de témoin des spectateurs. Prendre le public à témoin, une chorégraphie officielle, c'était plus facile pour vous pour exprimer des choses de l'ordre de l'intime ? C'est pas plus facile, je pense que c'est une manière de s'exposer devant les gens. On peut dire que c'est en public, donc c'est vrai que mon père, il voulait danser avec moi chaque fois que je suis rentrée au Japon, avec une musique de salon. Et au Japon, on ne se touche pas entre notre famille, donc on s'est dit que bon, si on veut faire ça, on va faire ça sur scène. Comme ça, c'est clair. Alors justement, comment est-ce qu'on aborde le travail chorégraphique en danse avec son père ? Comment est-ce que vous avez travaillé autour de ce projet ? Autour de ce projet, j'ai beaucoup travaillé avec des questions sur mon père qui étaient au début dans l'ordre d'accusation, en disant « et combien de temps tu vas vivre encore et combien de fois tu as dû te faire opérer pourquoi tu fumes, pourquoi tu bois de café quelque chose de « est-ce que as-tu trompé ma mère ?» pourquoi tu vois plus des enfants de l'autre famille. Donc il y avait quelque chose de l'ordre d'accusation qu'on s'est posé, et par la réponse, en fait, la réponse c'est sur la danse. Quand on se communique sans les mots, il y a quelque chose qui est très subtil entre des mots, qui sous-entend qu'on a une relation comme ça sans parler, et que ça peut apporter des réponses par rapport à ça. Mais il m'avait répondu à toutes ces questions que j'ai posées. Et je l'ai enregistré. Mais c'est par l'observation l'un de l'autre que vous avez réussi à construire cette chorégraphie ensemble ? Oui, c'est de passer du temps ensemble déjà, parce que ça faisait longtemps, et de découvrir qu'en fait, notre philosophie de l'art est très proche. Donc on se sentait très alliés en tant qu'artistes, et pas peut-être autant que fille et père. Mais entre fille et père, il y avait quelque chose aussi dans le sang, dans notre sang, génétiquement, on a trouvé beaucoup de choses qui sont en commun.
on se méfie des mots, par exemple. On passe par des gestes et qu'on observe et on écoute des gens. Et c'est là, par des gestes des gens, qu'on trouve qu'il y a une sorte de vérité dedans. Mais justement, ça a dû être difficile pour votre père de se voir accusé par sa fille. Comment est-ce qu'il a abordé au début ces accusations ? Au début, je pense qu'on ne se posait pas des questions. Je pense qu'il voulait faire quelque chose avec moi déjà. Donc, il a commencé à aller à la gym pour musculation depuis 2 ans. Et il va tous les jours. Donc, il est content quand même. Il a changé. Je pense qu'il est dans cette mode de se confronter à de la peur. Et est-ce que vous avez justement réussi à trouver les réponses que vous étiez parti chercher, alors que vous aviez eu au départ, que votre père vous avait apporté, mais est-ce que cette chorégraphie a répondu à vos attentes ? Oui, je pense qu'il y avait quelque chose, c'est le temps qui répond à des choses qui prend, enfin, la réponse c'est dans le temps. Et je pense qu'il y a quelque chose que le fait qu'on a partagé autant de temps pendant la création, ça se voit qu'on s'est entendu quelque chose qui n'est pas visible, mais c'est tout ce qui est invisible qui est intéressant entre nous. Kaorito, vous êtes japonaise. Oui. Vous évoquez également justement la question du déracinement, de l'éloignement culturel dans ce spectacle. Vous revenez en mars 2011 au Japon, après 10 ans d'absence, et une semaine après, c'est le déferlement du tsunami. Oui. Quel rapport vous entretenez justement à cette culture japonaise, à ce pays ? Un rapport conflictuel, un rapport de culpabilité, tout à l'heure vous disiez ? Oui. D'abord, j'avais cette culpabilité d'être sortie de mon pays. Mais après, pour des gens qui sont expatriés, ça ne fait souvent peur de revenir à la place où on est parti pour ressentir ne pas forcément tout ce qui est changé en nous et dans ce pays où c'est plutôt de sentir tout ce qui n'est pas changé en tant que japonaise en moi et au Japon. Et je pense que c'est des choses, des phases de la vie qu'on doit traverser. En se déplaçant, on peut faire beaucoup de choses, mais de revenir à la place où on est parti, je pense qu'il y a quelque chose à découvrir. Et aujourd'hui, vous êtes complètement libérée de cette forme de culpabilité ? Culpabilité, j'en ai pas. Je pense que plus. Parce qu'en fait, on est en train de reconstruire notre identité en se déplaçant. Même on est parti de Lyon, on est à Paris. Enfin, on part de chez nos parents de toute façon d'abord, et on est de toute façon déracinés parce qu'on a des pieds. Donc il y a quelque chose dans cet ordre de trouver la liberté de construction de notre identité en se déplaçant d'un lieu à l'autre qui m'intéresse. Kaori Ito, merci d'être venu, c'est avec plaisir. Je rappelle que nous vous retrouverons sur la scène du théâtre de Saint-Quentin les 14 et 15 octobre prochains à 20h30. Et sur Paris, on pourra vous retrouver à la Ménagerie de Verre dans le cadre du festival Inaccoutumé les 11 et 12 décembre et du 30 au 2 avril au 104 à Paris. Et nous passons à notre séquence festival avec la 22e édition du festival de BD de Buc qui se déroulera les 10 et 11 octobre prochains. Avant de retrouver en plateau nos invités, je vous propose de découvrir le portrait d'Eroc, fameux scénariste yvelinois de la BD Les Profs, également présent lors du festival. Image d'Élodie Moine. Il est l'auteur de la bande dessinée à succès Les Profs. 4,5 millions d'exemplaires vendus depuis 1998, mais il se cache aussi derrière les scénarios de Cubitus. À 54 ans, Eroc, de son vrai nom Gilles Corr, peut même s'enorgueillir d'avoir reçu au début des années 2000 le prix Alf Art Jeunesse au Festival d'Angoulême. Scénariste de BD, quand on est enfant, on ne sait même pas que ça existe. C'est-à-dire, en gros, je m'explique, pour un enfant, une BD, c'est dessiné, c'est une histoire. Donc, quand j'étais petit, moi, j'adorais ça, je lisais des BD et je pensais que c'était une seule personne qui faisait les dessins et qui inventait l'histoire au fur et à mesure. Voilà. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la BD, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui m'intéressait le plus, moi, dans la BD, c'était d'inventer des histoires et de les raconter. Donc, j'ai commencé comme dessinateur, mais très vite, dès que j'ai pu, j'ai écrit des histoires. Les Profs, une source d'inspiration permanente. Il vient de signer le 17e album de sa saga, toujours avec bienveillance. Pas question de se moquer du corps enseignant, mais plutôt de lui rendre hommage. L'idée, c'était de les caricaturer, mais en BD, de toute façon, quand on caricature les gens, obligatoirement, ils sont sympas.
Mais ça marche avec tout, hein. Vous avez ça dans les marionnettes des Guignols, c'est la même chose, hein. Quel que soit même la charge peut être assez forte sur un personnage, à partir du moment où ce personnage a un caractère, les gens s'y attachent. Obligatoirement. Et d'ailleurs, moi, je me rends bien compte, dans les profs, les lecteurs préfèrent les personnages les plus négatifs. C'est les plus marrants, obligatoirement. Erock sera présent au festival de la BD de Buc les 10 et 11 octobre pour des séances de dédicaces. Il assistera également à la projection du film Prof 2, vendredi à 19h30 au Théâtre des Arcades de la ville. Ah bah ok, bonjour l'ambiance. Et l'on poursuit notre thématique festival de la BD de Buc avec nos invités qui viennent d'arriver en plateau. Jean-Marc Le Rudulier, maire de Buc, bonsoir. Et Nicolas Tabary, célèbre dessinateur de la BD Is No Good. Vous revenez tout juste d'une séance de dédicace à la bibliothèque de Bièvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment s'est passée cette séance de dédicace ? Ben, je n'ai pas arrêté. J'ai commencé à rencontrer des enfants d'un centre de loisirs, donc de Bièvre, et des enfants adorables et intéressés, avec plein de questions à poser, donc ce qui n'est pas fréquent. Donc les enfants souvent sont un petit peu prostrés et ne posent pas trop de questions, mais là, puis des questions pertinentes, puisque ça a couvert un petit peu toutes les questions que même des adultes peuvent se poser, puis des adultes étaient là aussi, et donc ils en ont profité, ils ont appris beaucoup de choses aussi grâce à toutes les questions des enfants. Sur le célèbre vizir, fameux vizir, voilà, avec lequel on a tous grandi. Jean-Marc Le Rudulier, adepte du 9e art alors ? Ah oui, adepte du 9e art depuis 22 ans maintenant. Vous dessinez, vous créez ? Non, parce que justement, j'ai démarré il y a 22 ans, parce qu'avant, je ne connaissais pas la bande dessinée. C'est parce qu'on l'a fait à Buc. Je connaissais Tintin, bien sûr, comme tous les enfants, et Astérix, mais c'est tout ce que j'avais vu des bandes dessinées. Et j'ai découvert vraiment un univers très riche de bandes dessinées, et chaque année m'apporte de nouveau. Et je deviens un amateur éclairé maintenant. Nicolas Tabary, vous êtes le fils du légendaire Jean Tabary qui nous a quittés en 2011, qui travaillait sur la série populaire Is No Good. Alors d'abord aux côtés de René Goscinny et puis par la suite tout seul. Is No Good, c'est 10 millions d'albums vendus dans le monde, une série qui a été traduite en 15 langues. Alors vous avez vous-même travaillé aux côtés de votre père depuis vos 16 ans et c'est à 11 ans qu'il vous demande de dessiner la première fois Is No Good. Is No Good, c'est un personnage auquel vous êtes nécessairement attaché. Quel rapport vous entretenez à lui? Disons que je suis né, moi, en plus l'année où il y a eu le premier album d'Is No Good publié, en 66. Et depuis, j'ai toujours regardé mon père travailler dans son atelier. Et donc, j'ai été bercé par toutes ces séries. Donc, avec Is No Good, j'ai forcément un rapport affectif fort. C'est un peu comme un frère de papier, finalement. Parce que j'ai vécu à ses côtés, comme avec tous les autres personnages de mon père, comme Totoche, Corinne et Jeannot, Valentin le Vagabond, donc pas mal de choses. Un univers vraiment passionnant, puisque j'étais fan de mon père et je l'ai depuis le plus jeune âge. Et d'ailleurs, quand vous dites qu'à 11 ans, il m'a demandé de faire un dessin d'Is No Good, c'est vrai que c'est mon premier dessin d'Is No Good publié dans un album, dans une histoire scénarisée à l'époque par René Goscinny. C'était pour le besoin de l'histoire, qui voulait un mauvais dessin, donc il m'avait demandé. Et j'ai dessiné Is No Good et il a été publié, il est dans l'album toujours, c'est l'album Je veux être calife à la place du calife. La dernière case de l'histoire, le revenant de la revue. Voilà. D'accord, alors frère de papier autrefois, fils de papier aujourd'hui peut-être ou pas nécessairement? Un petit peu aussi finalement, parce que je l'ai adopté Is No Good. Par la force du destin, en fait. Le lien que j'ai toujours entretenu avec mon père et qu'il a entretenu avec moi, j'en ai toujours été très très proche. Et puis j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été intéressé par ce qu'il faisait. Et puis quand il m'avait demandé à 10 ans ce que je voulais faire plus tard, je lui ai dit je veux travailler avec toi, parce que j'aimais ce qu'il faisait et j'aimais aussi le cadre de vie qu'il avait avec ce métier. Et ce cadre de vie, je l'ai aujourd'hui depuis maintenant pas mal d'années, pour la pub aussi, parce que je suis graphiste au départ. Et le destin m'a emmené sur les traces de mon père, au niveau du personnage d'Is No Good. Voilà, donc c'est toute une histoire de famille, quoi. Et alors la question qu'on se pose nécessairement, c'est comment faites-vous à chaque fois pour trouver de nouveaux stratagèmes pour que cet ignoble vizir, aidé de son homme de main, cherche à prendre la place du calife, de ce très bon calife? Qu'est-ce qui vous inspire? Disons que moi, c'est le personnage. Déjà, le personnage, c'est un personnage extraordinaire pour un dessinateur qui est extrêmement expressif.
Donc on peut tout lui faire faire. Donc on ne s'ennuie pas. C'est un personnage qui peut tout jouer. Donc un super acteur. Un Louis de Funès qui explose sans arrêt et puis qui devient machiavélique. Donc assez passionnant. Un peu comme un réalisateur, enfin un metteur en scène qui a un bon acteur à qui il demande des choses et qu'il réalise vraiment avec force et vigueur. Et donc c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal, ce personnage. Et justement, Jean-Marc Lerudulier, être calife à la place du calife, c'est plutôt une bonne métaphore politique. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Alors là, moi, je vais vous dire, oui, ça m'inspire quelque chose. En ces moments difficiles pour les maires, ça me dit que s'il veut vraiment ma place, il peut la prendre. Mais je ne suis pas sûr qu'il ira jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'être calife à la place du calife, c'est une expression qui est passée dans le langage commun, qu'on connaît tous aujourd'hui. Nicolas Tabary paraîtra demain, votre 3e album en librairie, demain jeudi 8 octobre, l'album de père en fils. Alors, c'est un fils qui est rattaché à l'histoire, mais qui peut-être aussi, pour vous, par rapport à votre père, vient consacrer justement un lien particulier. Oui, il y a une forme dans cet album, il y a une forme de maturité et comme si j'avais passé un cap. J'ai eu mes 2 premiers albums où j'ai eu des difficultés pour déjà prendre en main la série, donc c'était pas évident, hein, c'était pas gagné. Et cet album-là, j'ai trouvé mes marques dans la façon de travailler avec le personnage, de m'approprier les dessins, les personnages et la couleur aussi à laquelle j'ai participé. Où mon père, je pense, mon père, s'il est là, s'il me regarde, je pense qu'il doit être fier là, de la qualité que je mets vraiment au service de la série. Et je veux faire vraiment quelque chose de beau. Alors les histoires, c'est Laurent Vassilian hein, qui a repris le flambeau, hein, tout seul cette fois-ci, parce qu'il était avec Canteloup la dernière fois sur Is No Good Président. Et donc pour De père en fils, il a écrit ce scénario-là, donc sans titre au départ. Et le titre, il est venu plus tard. C'est lui qui a eu l'idée de ce titre, qui finalement bizarrement tombe bien pour l'histoire, parce qu'il correspond bien à l'histoire, mais tombe bien aussi sur le lien que j'ai depuis toujours avec mon père et avec la création et avec ses séries et Is No Good en particulier. Ça a été compliqué pour vous au départ de reprendre justement cette série qui était la série de votre père? Disons que oui, c'était émouvant parce que les 2 premiers albums, le premier, je l'ai fait parce que mon père a eu un accident vasculaire cérébral, il s'est retrouvé paralysé, il ne pouvait plus travailler, il était aphasique, donc ça a été vraiment un moment familial difficile. Ma mère, 1 an après, est décédée, donc ça a été vraiment une période difficile. Donc on a fait cet album avec mon frère et ma sœur au scénario, dans une période plutôt sombre. Et ensuite, il y a Is No Good Président. J'ai démarré l'album, mon père venait après 6-7 ans vraiment de difficultés à vivre seul et avec le moral. Il était finalement dans une bulle à la fin de sa vie. Et il est décédé en août 2011 et je démarrais l'album Is No Good Président 1 semaine après l'avoir enterré, mon père. Donc ça a été vraiment très, très, très lourd la période pour démarrer aussi cet album-là. Voilà. Donc peut-être que celui-ci est l'album où je me suis senti un peu plus libéré peut-être de toutes ces émotions, où maintenant je me sens vraiment un peu le père quand même du personnage aujourd'hui. Donc demain, sortie de cet album, et vous serez également présent au Festival de la BD de Buc ce week-end, 10 et 11 octobre. Jean-Marc Lerudulier, est-ce que vous avez des moments phares pendant ce festival auquel vous tenez particulièrement? Déjà, c'est l'accueil de tous nos dessinateurs, puisque cette année, c'est environ plus de 50 dessinateurs qui vont venir. Je crois que c'est un moment très important pour nous. Mais il y a les expositions qui sont également des moments phares, et puis tout ce qui s'adresse aux enfants, aux jeunes enfants, la possibilité de faire une bande dessinée. Et puis, c'est la 3e fois, vendredi soir, on projette, donc on a vu le film Les Profs 2, avec la présence d'Eroc qui sera là. Eroc qui a déjà travaillé avec nous, puisqu'il y a 2 ans, il a travaillé beaucoup avec les enfants des écoles, et ils ont sorti une BD, Ma ville en bulle. Eroc, que nous venons de voir à l'instant d'ailleurs, voilà, parce qu'on lui a consacré un reportage. Donc, je crois que ça, ce sont des moments phares, et je crois que on compte. Bon, c'est la 22e édition. On espère que ça va encore continuer. Le bilan est positif, nécessairement, vu que c'est la 22e édition, puis c'est un rendez-vous phare dans le monde de la BD. C'est un rendez-vous phare, et depuis 1994 quand même. On a fêté les 20 ans il y a 2 ans. Bon, on espère fêter les 30 ans, les 40 ans, on verra bien.
Mais je pense que c'est un moment phare, et puis on est passé d'un endroit où on faisait la bande dessinée, le salon de la bande dessinée dans le centre culturel, c'était devenu beaucoup trop petit. On est allé au château qui a une histoire, puisque la BD de Black et Mortimer, SOS Météore, se passe globalement à Buc, et en particulier on y voit le château, et le château on y fait la BD cette année. Et maintenant le château n'est plus assez grand, on rajoute une tente de 450 mètres carrés, et puis ça sera peut-être pas assez grand, mais on a de la place encore dans le parc du château. C'est donc le signe d'un succès certain. Tout à fait. Jean-Marc Leredulier, Nicolas Tabary, merci d'être venus sur notre plateau, et je rappelle donc qu'on pourra vous retrouver ce week-end pour des séances de dédicaces 10 et 11 octobre au château de Buc. Et vous pourrez retrouver la programmation complète du festival sur www.festivalbd-buc-mairie-buc.fr. Toujours ce week-end, le Centre des Monuments Nationaux organise la 17e édition de Monuments Jeux d'enfants. Un rendez-vous pour permettre aux enfants et leurs familles de venir découvrir différents monuments nationaux yvelinois au travers d'activités ludiques et extraordinaires. Image de Patrick Jacques de Dixmude. Pour la 17e édition de Monuments Jeux d'enfants, le Centre des Monuments Nationaux propose des activités destinées spécialement au jeune public les 10 et 11 octobre prochains, partout en France et notamment dans les Yvelines. Une façon de sensibiliser les familles au patrimoine architectural en le rendant accessible. L'idée, c'est de donner envie aux enfants et à leurs familles d'investir notre monument et les monuments en général par un biais qui peut être ludique ou merveilleux, qui va peut-être être plus attirant qu'une visite conférence. Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à remonter le temps au travers d'ateliers divers et variés suivant les lieux. Danse, maquillage, costumes, peinture. Pendant ce temps, les accompagnateurs bénéficient de tarifs réduits pour visiter les monuments. J'aime beaucoup faire ça parce que ça nous rappelle l'époque d'avant, comment ils s'habillaient, la mode. Et c'est assez drôle que nous, les hommes, on porte des talons, alors qu'en nos jours, on ne porte pas de talons, on porte des chaussures pattes. Et c'est les filles qui portent des talons. Cette année, pour Monuments Jeux d'enfants, nous avons décidé de demander à une chorégraphe de chercher ce qui l'intéressait particulièrement en tant que danseuse contemporaine. Et elle nous a proposé de faire découvrir le bâtiment déjà dans une sorte de première petite promenade marché et de créer avec les enfants des danses. Ce week-end, des ateliers danse vous attendent à la Villa Savoie de Poissy et au château de Maison à Maison-Lafitte et un atelier laiterie-bergerie au domaine national de Rambouillet. Sans transition, nous continuons notre programme avec notre chronique cinéma. Que pensez-vous des nouveautés de ce mercredi 7 octobre? Vos avis au micro de Camille Lambert. Et nous avons beaucoup aimé. Donc un film très bien fait, très bien exécuté. Et on vient de passer un très bon moment. Ouais. Ah, super. Brasseur est super. Magnifique. Émouvant, drôle, frais. Envie de le revoir déjà. C'était très bien. C'était dans l'esprit de Prisoners, exactement. Donc pour ceux qui n'aiment pas la violence, s'abstenir. Voilà, mais c'est réaliste de Mexico, donc c'était super bien. Très bon acteur, les trois. Petite préférence pour Benicio del Toro, mais bon, c'était super bien, donc conseillé. À voir, vraiment à voir. C'était très bien, c'était prenant. Et vu à la fin du film, on sait qu'il y en aura un troisième en fait. Globalement, c'était sympa. Un bon jeu d'acteur. Bon, après, le doublage français est toujours moins bien que le doublage original, hein, on ne peut rien y faire. Et j'ai quand même préféré le 1, parce que le 1 était quand même beaucoup plus axé sur ce qui était survie, alors que là, c'était plutôt un complot global, et donc c'était un peu moins intéressant. Cette semaine, c'est Marilyn Pou du cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École qui nous donne son coup de cœur sur les films à l'affiche. Au mois d'octobre, au cinéma Les Yeux d'Elsa, de nombreux événements, à commencer par l'avant-première de La glace et le ciel, le film de Luc Jacquet sur un pionnier de la glaciologie, Claude Lorius,
à travers ses expéditions en Antarctique. Donc La glace et le ciel en avant-première le 16 octobre avec la venue d'Anaïs Orsi, qui est une glaciologue et climatologue, au cinéma Les Yeux d'Elsa. En avant-première dans le cadre d'un événement qui est l'Alternativa Boissy-Fleurs, avec le 17 et 18 octobre à Fontenelle-Fleury, 2 jours consacrés donc aux alternatives. Ensuite, on propose une soirée Japanimation le 17 octobre avec Boruto Naruto le film. Donc c'est la suite de Naruto avec le fils de Naruto donc, qui s'appelle Boruto. Et le film Misokusai en deuxième partie de soirée. Qui est le portrait de la fille du célèbre peintre Hokusai, qui a travaillé à ses côtés et qui est beaucoup moins connue que lui. Voilà, donc ça c'est la soirée Japanimation, le 17 octobre. Et un autre événement autour de l'animation avec Phantom Boy le 21 octobre avec un ciné-goûter animé. Donc Phantom Boy, c'est un polar fantastique avec un personnage de super-héros qui a le super pouvoir de se transformer en fantôme et qui du coup va résoudre une enquête policière. Voilà, j'ai fait le tour pour les événements du mois d'octobre au cinéma Les Yeux d'Elsa en espérant vous retrouver nombreux. Et comme chaque mercredi, avant de se quitter, je vous propose quelques dates à noter dans vos agendas. Vendredi 9 octobre à 20h30, concert de Carré-Mouche à la salle du Scarabée de La Verrière. Un concert swing électro et rap parsemé de musique du monde, proposé dans le cadre du festival Chance-Automne. Samedi 10 octobre à 20h30, un excellent plateau rap vous attend à la batterie de Guyancourt. Ne manquez pas DC's, Esprit Noir, Tito Prince et Attic. Et enfin, mardi 13 octobre, pour un moment littérature, venez rencontrer Marie-Hélène Lafont à 20h45 à la Clé des Champs de Plaisir, auteur à succès de Joseph, Les Pays et Albums. Fin du kiosque pour cette semaine, émission à voir et à revoir sur Internet. Je vous retrouve pour ma part avec plaisir mercredi prochain, 14 octobre. Très bonne semaine à tous.